L'œil américain. Voir ce qu'on regarde, écouter ce qu'on entend, voir ce qu'il y a derrière, même quand on regarde devant, cela s'appelle avoir l'œil américain. Aujourd'hui, le sucrier est haut en couleur, ou l'art de la coulée douce. Ici Pierre Morancy. Bonjour. Que feriez-vous, sachant qu'il ne vous reste qu'une seule journée à vivre? À cette question capitale, qui n'a pas sa pareille pour connaître les véritables intérêts d'un individu, un vieux sage oriental répondait laconiquement, comme il se doit, « Je planterai un arbre ». En effet, que peut-on léguer de meilleur à ses concitoyens, sinon un être vivant capable de fournir ombrage frais et chaleur pure, fleurs et fruits capables d'assainir l'air ambiant. Un arbre, c'est le mariage du ciel et de la terre, c'est le gîte des oiseaux, des cigales et des écureuils. Un arbre, c'est la table sur laquelle je suis en train d'écrire qu'une des plus grandes trouvailles de l'homme, c'est encore le papier, lequel, du reste, est fourni par l'arbre. On plante des arbres pour une infinité d'usages, mais j'ai un faible pour ces grands feuillus qu'on plante près des maisons pour souligner une date importante de la vie. Et je ne cesse de rêver quand je circule en voiture. Tiens, ce beau chêne, eh bien, c'est une petite fille blonde, née il y a 125 ans. Ce peuplier orgueilleux, c'est un amour qui dit au monde qu'il ne mourra jamais. Ou ce grand arbre exotique dans le parc, c'est un cadeau d'un pays qui n'existe même plus sur la carte. Oui, on devrait planter des arbres, ne serait-ce que pour les voir rougir à l'automne, disait Henry David Thoreau. L'arbre, c'est le concret, la réalité toujours visible, la certitude. Cet arbre, qui sera encore là à bouger devant la fenêtre de votre chambre, bien après que vous aurez cassé la pipe, saviez-vous qu'il est entouré d'énigmes? La première de ces énigmes concerne la naissance du premier arbre sur la terre. D'où vient-il cet arbre? Personne n'en est sûr. Il a bourgeonné une première fois, il y a tant de millions d'années, que notre cerveau parvient difficilement à saisir un temps aussi long. On pense qu'une tige d'algues a été rejetée par la mer sur le sol et qu'elle a réussi tant bien que mal à planter de tendres racines à la recherche de nourriture souterraine. Certains ont émis l'hypothèse que l'arbre serait le fruit de l'évolution de ces mousses énormes qui atteignaient dans la préhistoire une hauteur de 20 mètres, 60 pieds, et qui ne mesurent plus aujourd'hui que quelques centimètres sur le sol humide de certaines forêts. L'une des énigmes les plus passionnantes est posée à propos de la structure de l'arbre. Comment la sève, tirée du sol par l'intermédiaire des racines, parvient-elle jusqu'à la dernière feuille de l'arbre le plus haut? On sait seulement que l'arbre transpire continuellement et qu'ainsi s'établit un circuit depuis la base. Saviez-vous qu'en un seul jour chaud et ensoleillé de l'été, un bouleau peut exsuder 90 gallons d'eau, 400 litres.
et que 77 millions de gallons d'eau peuvent s'évaporer d'1 mille carré d'arbres feuillus. Pour transpirer, l'arbre doit boire. En fait, l'arbre, c'est la plus remarquable pompe qui existe sur la Terre. C'est une pompe silencieuse, constante et très efficace. On a calculé qu'un arbuste de quelques centimètres de haut seulement soutire à la terre quelques 45 litres d'eau par jour pour alimenter ses feuilles. Un chêne adulte, imaginez, en pompe quotidiennement près de 700 litres. Pour ceux qui aiment les chiffres, j'ajouterai qu'un arbre type de 12 mètres de haut, par exemple, puise dans le sol 225 litres par jour d'une solution nutritive. Il la fait parvenir jusqu'à ses feuilles supérieures, la transforme en 5 kilos d'hydrate de carbone et il libère dans l'air près de 2 mètres cubes d'oxygène absolument pur. L'arbre illustre à merveille une des grandes réalités de notre présence au monde, c'est que nous ne voyons qu'une bien faible partie des choses qui nous entourent. Un arbre, par exemple, est beaucoup plus grand, beaucoup plus large sous terre que sur terre. On a mesuré un jour la partie souterraine d'une simple tige de seigle, graminée, qui mesurait 50 cm. On a alors trouvé sous terre près de 300 kilomètres de racines et près de 7500 kilomètres de radicelles. Imaginez pour un chêne ou un érable. De même, on ne sait pas toujours que tous les arbres produisent des fleurs et produisent des fruits. Ces fleurs sont parfaites et très bien connues, comme chez les pommiers et les amélanchiers, par exemple. D'autres, comme chez les aunes et les saules, se présentent sous forme de bractées. On appelle ça communément des chatons. Vous les connaissez très bien. Ce sont les premières manifestations de l'arbre au printemps. C'est par ces fleurs qu'un arbre se reproduit. Rassurez-vous, je ne vous ferai pas un cours de botanique, mais je vous résumerai le phénomène, ce qui vous évitera d'aller tout de suite consulter de gros ouvrages. Le pollen, c'est le sperme des arbres, produit dans l'étamine, entre en contact avec le stigmate de la fleur femelle. Alors, chaque grain de pollen se dépose dans l'ovaire. Vous voyez, les termes rappellent beaucoup, de toute façon, la physiologie humaine. Se dépose dans l'ovaire où son noyau s'unit à l'ovule la plus proche. Alors, cette union va produire une graine, laquelle graine est contenue dans un fruit, produit par l'ovaire. Alors, ce fruit, vous le connaissez sous forme de gland, sous forme de faine, sous forme de cerise, de pomme, etc. Mais savez-vous que les érables, par exemple, produisent aussi des fruits? Ce sont des fruits merveilleux et des fruits qui excitent beaucoup la curiosité des enfants. Jules Renard disait des oiseaux qu'ils étaient des fruits qui voyageaient d'un arbre à un autre. Eh bien, le fruit de l'érable, lui, c'est comme un oiseau. Et il faut qu'il en soit ainsi parce que si toutes les graines qu'un arbre produit tombaient sur le sol alentour, à ses pieds, eh bien, les jeunes pousses n'auraient aucune chance de parvenir à l'âge adulte. Alors, au cours de l'évolution, les graines et les fruits ont donc mis au point un système de dispersion qui les éloigne sensiblement de leurs parents. Alors voilà pourquoi les fruits de l'érable se sont munis d'une paire d'ailes, qui ressemblent assez d'ailleurs aux ailes de certains insectes. On les appelle des dissamars, ces fruits munis d'ailes. Alors les fruits qui n'ont qu'une seule aile, comme les fruits du frêne et de l'orme par exemple, sont appelés des samars. Alors ces ailes, elles forment avec la graine une sorte de combinaison de l'hélice et du parachute qui a pour fonction de tourner autour d'un axe imaginaire. Alors pour peu que le système soit légèrement asymétrique, comme écrit le frère Marie-Victorin dans la fleur laurentienne, alors le fruit peut alors s'éloigner de l'arbre et aller vers le soleil. Mais nous ne quitterons pas l'arbre. Nous allons plutôt nous en approcher. Et cet arbre,
sera d'une essence bien particulière. Cet arbre, c'est l'arbre totem des Québécois. L'arbre par excellence. De lui, un poète a dit que nous l'aimons comme la France aime le vieux chêne gaulois. C'est l'arbre d'ombrage qu'on plante le plus souvent autour des maisons. Sa feuille est une merveille en automne. Elle a été longtemps l'emblème du Québec avant de décorer le drapeau canadien. C'est l'arbre aux 1000 usages, aux 1000 richesses. Je prononce avec émotion la formule magique Acer saccharum, Acer saccharum. C'est ainsi que nous pénétrons dans l'univers inépuisable de l'érable à sucre. L'érable à sucre. L'érable à sucre est tellement connu, tellement aimé, tellement vénéré au Québec que les habitants de cette province sont persuadés que les érables sont typiques de la nature qui les entoure. En fait, la famille des acéracées compte 150 espèces à travers le monde. À eux seuls, la Chine et le Japon en ont 68 espèces et 25 espèces poussent sur les bords de la Méditerranée. 12 espèces sont indigènes au Canada et 6 seulement au Québec. À part l'érable à sucre, qu'on appelle aussi l'érable franc ou l'érable franche, l'érable est souvent féminin dans la langue populaire, on retrouve l'érable rouge ou la plaine rouge, l'érable argenté ou la plaine blanche, l'érable à épis, l'érable de Pennsylvanie, qu'on appelle aussi le bois barré ou le bois d'orignal, et l'érable noir. L'érable à giguère, ou l'érable negundo, vient de l'Ouest, lui. Et il a été introduit comme arbre d'ornement sous le régime français. Ses feuilles sont différentes, toutefois, de celles des autres érables, et il ressemble plutôt à celle du frêne. Le nom générique latin Acer, A-C-E-R, signifie dans cette langue dur, et il rappelle d'ailleurs la densité du bois de l'arbre. Il s'est trouvé cependant, au début du siècle, un abbé du nom de Moyen, l'abbé Moyen, qui prétendait que le nom venait de acus, veut dire pointu, parce que l'arbre servait chez les anciens à confectionner des lances et des pics. L'érable à sucre est un de nos plus grands arbres. Il atteint généralement 27 mètres de haut et parfois jusqu'à 40 mètres de haut. Son diamètre, HPH, est alors de 120 cm. Les forestiers emploient l'expression HPH pour désigner le lieu du tronc où on mesure le diamètre ou la circonférence d'un arbre. Cela veut dire hauteur à poitrine d'homme, HPH. Un érable à sucre vit en moyenne 250 ans. Certains individus vivront jusqu'à 400 ans. Mais leur croissance diminue beaucoup après 150 ans. Tout le monde connaît la forme particulière de la feuille d'érable. Elle rappelle plus ou moins le dessin palmé de la patte de l'oie, ce qui explique d'ailleurs le mot italien piedocca, le pied-doigt, pour désigner une essence locale d'érable. L'érable à sucre est la seule espèce de nos érables à pouvoir former des peuplements purs, c'est-à-dire constitués seulement d'arbres de la même essence. Mais dans la plupart de nos érablières, on rencontre aussi des hêtres, des bouleaux jaunes et blancs, des cerisiers tardifs et certains résineux comme le sapin et l'épinette blanche. C'est l'automne, évidemment, que les érablières sont dans toute leur splendeur. Les feuilles devenant dorées, orangées, écarlates, violettes. Lors de l'émission précédente, j'ai expliqué ce phénomène et j'avais alors promis que j'y reviendrais. Eh bien, je tiens ma promesse. La coloration flamboyante des érables provient de la manifestation simultanée de deux phénomènes. L'un est commun à tous les arbres feuillus et l'autre est particulier aux érables. Les feuilles des espèces feuillues contiennent non seulement de la chlorophylle, qui leur donne leur couleur verte,
mais aussi des pigments jaunes, le carotène et l'accentophile, qui sont normalement masqués par le vert pendant l'été. Eh bien, à l'automne, quand la durée de la lumière diminue, la chlorophylle disparaît petit à petit pour laisser la place à la couleur jaune. Le bouleau jaune et le bouleau blanc aussi sont des bons exemples de ce phénomène. Dans le cas de l'érable, les sucres contenus dans la sève provoquent la manifestation d'un autre phénomène. Comme ses congénères, l'érable prépare la chute de ses feuilles par la formation d'un petit tampon de liège à l'endroit précis où la tige, le pétiole de la feuille se brisera. Eh bien, ce tampon forme alors une barrière qui empêche les sucs fabriqués dans la feuille de s'échapper vers la tige. Et ce tampon n'empêche pas cependant la sève venant du tronc de pénétrer dans la feuille. Eh bien, il en résulte une accumulation forcée de sucre dans les tissus de la feuille, et ce surplus de sucre provoque la formation de nouveaux colorants rouges, qui sont appelés des anthocyanes. Alors voilà pourquoi la feuille de l'érable est rouge en automne. Évidemment, avant d'avoir des feuilles, un arbre a d'abord un tronc. Le tronc de l'érable à sucre est constitué d'un bois qui est d'une grande importance dans la vie des Québécois et aussi des Américains, parce que l'érable à sucre, c'est d'abord une espèce appalachienne qui vit surtout dans les Appalaches. Alors, il s'agit d'un beau bois blanc, d'une dureté remarquable et susceptible de prendre un beau poli. On l'emploie beaucoup en ébénisterie. Ce bois est parfois ondé ou moucheté, comme on dit, alors sous l'effet d'une concentration de sels minéraux. Il est alors très recherché pour en faire des planchers. On sera peut-être surpris d'apprendre qu'autrefois, le bois d'érable servait à fabriquer les chemins à lisse. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, il s'agit des précurseurs des chemins de fer. Les trains du Québec and Gosford et les trains du Sherbrooke and Kennebec circulèrent d'abord sur des rails en bois d'érable. Mais avant les trains, il y a eu chez nous les Amérindiens. Et les nations du castor, comme on les appelait l'érable apouillac. Ça veut dire l'arbre servant à fabriquer des avirons. Et le mot aviron, dans leur langue, se disait d'ailleurs apouille. On sait à quel point le bois d'érable est excellent à brûler. Mais sait-on qu'autrefois, même les cendres du bois d'érable étaient très recherchées pour en faire de la potasse, qu'on appelait de la perlasse. Alors les perlassiers en vendaient à fort prix de pleines barriques jusqu'en Europe. Alors savez-vous comment on reconnaissait un perlassier ou un individu qui fabriquait de la potasse? Eh bien, on regardait son dos. D'abord ses vêtements et ensuite sa peau. Parce que lorsqu'il transportait les sacs de potasse, et lorsqu'il pleuvait, évidemment, la potasse brûlait littéralement les vêtements et brûlait aussi la peau. Ce qui est plus surprenant concernant l'érable, c'est que son bois a même de la valeur une fois pourri, cotis, comme on disait autrefois. On connaît la bonne odeur qui circule dans les vieilles érablières en été. Cette odeur vient des arbres morts qui se décomposent dans le sol. Alors, les premiers Français n'ont pas manqué de remarquer la qualité spéciale de ce bois pourri qui servait à fabriquer de l'amadou. Il y a un missionnaire de ce temps, le père Louis-Nicolas, qui écrivait en 1664 « Ce même bois pourri devient vert et luisant, de telle manière qu'on peut lire la nuit quelque temps en le tenant à la main. Et j'ai vu les femmes de la nation de l'oreille de pierre s'en servir pour faire des peintures vertes sur leur peau passée, sur les peaux tannées. » Alors cette couleur verte vient tout simplement de la présence d'un champignon qui décompose le bois. On use encore de ce bois pourri pour faire de la mèche. Le feu s'y prend aisément et s'y conserve longtemps.
et avec tant d'attachement qu'il est très difficile de l'éteindre. Les fumeurs en sont toujours pourvus pour allumer le feu dans leurs pipes. C'est pour cela que les sauvages en portent de pleins petits sacs, et c'est ce bois pourri dont ils se servent pour conserver leur feu. Vous avez sans doute remarqué que certains arbres morts ont leur cœur réduit en poudre par certains insectes. Eh bien, savez-vous que cette poudre était utilisée par les Amérindiens pour adoucir la peau de leurs bébés, comme on fait aujourd'hui? On ne finira donc jamais d'épuiser les richesses de l'arbre. Vous savez sans doute que l'érable à sucre tire son nom d'une de ses propriétés principales, celle de contenir une sève sucrée. D'autres arbres produisent une sève sucrée, le bouleau, le frêne, l'érable rouge et l'érable argenté. Mais l'érable à sucre est l'espèce qui produit le plus de sève et la sève la plus sucrée. L'histoire de cette sève est des plus passionnantes. Je me suis laissé passionner par elle. Et le premier texte à mentionner son existence date de 1558 et il est dû à la plume d'André Thévet, une sorte de journaliste du temps. « Le pays et terroir de Canada, écrit-il, porte plusieurs arbres et fruits dont nous n'avions la connaissance, entre lesquels il y a un arbre, lequel a demeuré longtemps inutile, et sans être connu, jusque à temps que quelqu'un le voulant couper en jaillit un suc, lequel sut trouver d'autant bon goût et délicat que le bon vin d'Orléans ou de Beaune, rien de moins. Ce sont donc les Amérindiens qui font connaître aux Français l'existence de la douce liqueur. Remarquez qu'à ce moment-là, il n'est pas question de sirop et de sucre. Cette eau sucrée, et qui possède un parfum très particulier, est d'abord appréciée pour son goût. Leclerc, en 1691, dira que les eaux de la Nouvelle-France valent le petit vin d'Europe. Très rapidement, on s'est intéressé aux vertus médicinales de la sève de l'érable. Avant, on avait même remarqué les qualités de remède de ses racines à l'érable à sucre. Louis-Nicolas, le vieux missionnaire, disait que la racine jointe à celle de la plaine sert à guérir les maux de côté, pourvu qu'on les fasse infuser 24 heures ensemble. Revenons à la sève. En 1672, le seigneur du Cap-Breton écrivait que cette eau était bonne pour la pierre, donc pierre sur le foie ou sur les reins. En 1704, Lahontan écrit « Pas de breuvage au monde qui soit plus salutaire. On n'a jamais trouvé de remède plus propre à fortifier la poitrine. » Le père Charlevoix, en 1721, écrira « Elle est fort amie de la poitrine. Et en quelque quantité qu'on en boive, quoique échauffée que l'on soit, elle ne fait point de mal. C'est qu'elle n'a point cette crudité qui cause la pleurésie, mais au contraire une vertu balsamique qui adoucit le sang et un certain sel qui en entretient la chaleur. » En 1737, Mère Duplessis de l'Hôtel-Dieu de Québec dira qu'elle adoucit les rhumes et qu'elle apaise la toux. Et le grand botaniste suédois Pierre Kalm, visitant le Canada en 1748, parle de cette eau qui guérit les brûlures. L'eau sucrée de l'érable ne servait pas seulement de remède. Dès le XVIIe siècle, on la conservait, puisque exposée aux chaleurs de l'été, elle se convertissait en vinaigre. Mais le plus important, c'est de savoir comment la sève se transforme en eau sucrée. Nos auditeurs étrangers seront sans doute intéressés de savoir que la coulée de la sève sucrée au printemps, qui provient des réserves d'amidon accumulées dans les tissus de l'arbre au cours de l'été précédent, dépend des variations de température. En dessous de 8 degrés centigrades, l'amidon se transforme en saccharose, en sucre, qui serait absolument inactif,
quand la température est plus élevée. Lorsque les tissus de l'arbre sont à 0 degré centigrade, les membranes des cellules vivantes sont incapables de retenir l'eau sucrée qui pénètre dans les vaisseaux du bois et qui s'échappe à la moindre blessure. Alors pendant 2 semaines environ, tant qu'il gèle la nuit et que le temps se réchauffe le jour, les érables coulent. Pour chaque arbre, la coulée de 15 jours donne 30 à 60 litres d'eau, produisant 1 à 3 kilos de sucre. On écrit encore aujourd'hui des gros volumes pour gloser sur l'origine du sirop et du sucre d'érable. Est-ce que les Indiens en fabriquaient? Ce n'est pas sûr. Ce qui est certain, c'est qu'ils recueillaient l'eau et qu'ils pouvaient la faire réduire en plongeant dans le liquide des cailloux rougis au feu. Mais leur récipient ne leur permettait peut-être pas de confectionner le sirop tel qu'on le connaît aujourd'hui. On sait que le sirop est à point quand la température de cuisson excède de 7 degrés le point d'ébullition de l'eau. Et pour la tire, le degré de cuisson s'établit à 26 degrés de plus que celui de l'eau bouillante. Alors plus tard, quand ils recevront des blancs des récipients adéquats, les Indiens feront du sirop et du sucre. Il ne faut pas oublier que si les Français avaient découvert un sucre indigène en arrivant en Amérique du Nord, ils l'auraient mentionné, puisque longtemps, le sucre s'est vendu à prix d'or dans les officines des apothicaires. Le sucre était alors considéré comme une épice. Et à notre époque, qui baigne pour ainsi dire dans le sucre, on s'imagine mal l'importance de cette substance dans la vie d'autrefois. Le sucre servait même au XVIIIe siècle à conserver la viande, et on s'en servait beaucoup comme médicament. Il servait pour les rhumes et pour apaiser la toux. La découverte du sirop et du sucre d'érable au pays de Canada fut donc soulignée par tous ceux qui écrivaient à l'époque, surtout les missionnaires. Un des textes les plus surprenants, par son lyrisme et par ses excès d'optimisme, est dû à la plume du père Lafitau, qui écrivit en 1724 « Mœurs des sauvages américains comparées aux mœurs des premiers temps ». Écoutez ça. Les poètes, dans les descriptions qu'ils font de l'âge d'or, nous disent, entre autres merveilles, que les chênes les plus durs distillaient du miel ou qu'ils en distilleront. S'ils ont prétendu mettre cela de niveau avec leurs hyperboles, comme quand ils disent que le miel coulera des rochers, que les buissons produiront des grappes de raisin, qu'on verra sortir des fontaines de lait et de vin, nos sauvages font voir qu'ils en savent plus qu'eux, ayant su tirer des érables, qui sont une espèce de chêne très dur, on le croyait à l'époque, un sucre naturel, lequel a autant ou plus d'agrément que le miel que font les abeilles. Ne sommes-nous pas en plein âge d'or? De toute manière, sur cette planète, depuis qu'il y a des automnes et depuis qu'il existe des érables, c'est chaque année le retour de l'âge d'or. Vous venez d'entendre la 3e émission de la série L'œil américain, consacrée à l'érable. La prochaine émission vous fera voyager à travers l'Amérique, sur les ailes fragiles et tenaces du papillon monarque. Texte, recherche, animation, Pierre Morancy. Documentation, Léo-Guy de Repentigny. Collaboration technique, Michel Richard. L'œil américain est réalisé à Québec par Michel Gariepi.